Donc, les autres molécules qui sont quand même assez importantes, c'est les produits de contraste. On peut se dire que c'est moins important que les pénicillines, quoique moi je suis pas tout à fait d'accord, parce que les produits de contraste sont quand même largement utilisés. On a besoin largement pour les procédures diagnostiques, mais pas que. En thérapeutique, au niveau des cardiologues, maintenant les radiologues de plus en plus, ils ont besoin pour traiter nos patients d'utiliser les produits de contraste. On considère que c'est quand même quelque chose qui est vraiment mais très très largement utilisé puisqu'on a à peu près 75 millions d'injections par an dans le monde. Il serait la première cause de décès par anaphylaxie à l'hôpital, source à vérifier. 1 sur 100 000 décès pour les examens. Il y a des accidents majeurs dans 0,05% des incidents et mineurs 1%. Ils considèrent les incidents mineurs, moi j'aime bien cette valeur-là, sans intervention thérapeutique. Quand on interroge les patients, on demande souvent, ah oui, vous avez fait rouge et qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Puisque là, ils sont souvent à l'hôpital et souvent, on a juste attendu et après 1 heure, c'est parti tout seul. Donc ça, c'est un critère que j'aime bien. Il y a également des groupes différents. Donc là, on va les classer sur le fait qu'ils vont être soit monomériques, dimériques, ils vont être ioniques avec le noyau sodium ou pas, et ils vont être hyperosmolaires, de haute osmolarité, faible osmolarité ou iso-osmolaire. Et ce sont toutes ces propriétés qui vont varier les réactivités. Donc, on va classer les effets indésirables dans les produits de contraste avec des réactions non allergiques, encore beaucoup plus fréquemment, parfois que pour d'autres molécules même, justement par cette propriété d'osmolarité notamment, avec les malaises vagaux, l'insuffisance rénale, le flush qu'ils ont souvent, un effet toxique ou irritatif. Il y a des réactions allergiques IgE dépendantes et cellulaires aussi. Donc, on rejoint toujours un petit peu tout ce que l'on a dans les médicaments. La pathogénie, il y a différents mécanismes qui sont évoqués, c'est discuté. Soit on va avoir une activation directe du complément, un effet sur la membrane du mastocyte, un effet sur la voie de la formation et de la production de bradykinine. On va parfois voir que ça altère l'activité plaquettaire et la paroi de l'endothélium. L'effet hyperosmolaire lié et mécanique lié aux propriétés des produits de contraste est très important. On verra qu'on en avait plus avec certains produits de contraste que d'autres. Et puis, on a les mécanismes de la classification de Gallicum. Facteur de risque de l'allergie aux produits de contraste, hypersensibilité non allergique aux produits de contraste et asthme. On ne va pas dire que c'est un facteur de risque, mais c'est vrai que si vous avez une réaction, que le patient a un asthme instable, il peut avoir une crise spastique plus significative. Donc, c'est pas un risque de réagir, mais la réaction pourrait être plus forte. L'atopie, on parle d'atopie, parler d'atopie ici, on va voir qu'il y en a plusieurs qui ont fait le truc. Le terrain histaminolibérateur, quelqu'un qui a une urticaire chronique va avoir plus facilement une dégranulation résumée de son mastocyte de l'urticaire à l'injection de produits de contraste. Mais on n'est pas vraiment dans les réactions d'hypersensibilité. Et ça peut être prévenu par le traitement d'un antihistaminique avant l'examen. Dans l'hypersensibilité allergique, les facteurs de risque accrus, à part le fait qu'on a déjà réagi à un contraste, il n'y a pas grand-chose d'autre. On ne considère donc pas dans les risques allergiques que l'asthme, donc dans l'hypersensibilité allergique au contraste, que l'asthme est un facteur de risque. Les bêta-bloquants non plus, on a vu qu'on les enlevait parce qu'ils augmentent la réaction, mais c'est pas un facteur de risque d'allergie en tant que tel. Il n'y a pas de réaction croisée entre les produits de contraste iodé et les produits d'IRM. Donc, si j'ai réagi à l'IRM, je fais un contraste iodé sans faire de test. On ne va pas. Les médicaments iodés et les produits de la mer, mais non, l'allergie à l'iode n'existe pas, ce n'est pas l'iode. S'il y a eu de l'isobétadine avant et qu'on a réagi à l'isobétadine, c'est la povidone iodée dans l'isobétadine, ce n'est pas l'iode et il n'y a pas d'allergie croisée entre les deux. Et les antécédents de réaction anaphylactique à d'autres médicaments ne sont pas un facteur, que le produit de contraste ne sont pas un facteur de risque. On voit que la fréquence des réactions immédiates aux produits de contraste va être variable selon le produit, les produits ioniques et non ioniques. On voit que toute réaction confondue, on a beaucoup plus de réactions avec les produits ioniques. Les manifestations cliniques, c'est les manifestations cliniques des réactions immédiates. Je ne vais pas revenir dessus. On l'a déjà vu hier, on en a reparlé un peu dans les pénicillines. Il y a juste une petite chose ici dans les produits de contraste. On parle plus souvent du syndrome de Kounis avec le contraste. Dans la littérature, on retrouve un peu plus que pour les autres médicaments. Syndrome de Kounis qui est surtout documenté dans l'allergie aux hyménoptères. Cet accident coronarien avec des coronaires saines, avec un spasme coronarien provoqué par l'allergie. On le retrouve peu dans la littérature sur les médicaments, sauf on le revoit régulièrement dans le contraste. Il est surtout bien documenté dans l'hyménoptère.
Les manifestations cliniques plus retardées, avec les réactions légères à modérées, les rash maculopapulaires qui vont être très fréquents, l'urticaire ou l'angioœdème qui sont parfois particulièrement fréquents avec les produits de contraste, et puis tout ce qui est des toxidermies plus sévères, ils vous en parleront après bien mieux que moi. Alors, donc, on a tous les... Je suis partie dans le mauvais sens, moi, oui, pardon. Les manifestations cliniques retardées, on passe. Toujours avoir en mémoire, ça ils vous le rediront, mais ça c'est le tableau simplifié, il peut être plus important, mais dans mon anamnèse, avoir en mémoire avant de tester, toutes ces délais de chronologie, cette sémiologie de chronologie qui est hyper importante, et les lésions pour déterminer si j'ai une réaction retardée, si j'ai une toxidermie sévère ou pas. Toxidermie très sévère que vous n'aurez pas souvent en dehors qu'elle soit passée en urgence à l'hôpital. On a avec les produits de contraste beaucoup de manifestations non allergiques, de chaleur, de flush, des nausées, des malaises vagales. Dans l'heure après l'injection, c'est de résolution spontanée et il faut vraiment faire le diagnostic avec l'hypersensibilité allergique. Un dosage de tryptase peut nous aider, on ne l'a pas très souvent non plus, même chez nous. Les anesthésistes le font, les urgentistes commencent à le faire chez nous. Les radiologues, c'est pas encore gagné. Mise au point diagnostic sur place, essayez de voir l'examen clinique, les paramètres, c'est important, l'évaluation de l'échelle de Messner, le dosage de tryptase éventuellement, des photos, ça c'est bien, j'essaie de faire passer à mes collègues, faites des photos et bien noter le timing et le produit utilisé. Parfois on voit les patients qui arrivent et on n'arrive pas à savoir quel contraste à utiliser, c'est assez compliqué. À distance, consultation d'allergologie, délai des tests cutanés optimal comme pour tous les médicaments, après 6 semaines de l'incident et si possible dans les 6 mois. On voit ici un tableau qui reprend ici de Brokoff encore, on voit nettement diminuer la sensibilité de nos tests cutanés à distance de l'épisode allergique. Mise au point diagnostic des tests cutanés, est-ce qu'il faut faire des tests cutanés pour les produits de contraste? Il y a beaucoup de papiers qui vont dans ce sens-là. Eux, ici, contrairement à ce qu'on a dit, ils trouvent carrément 50% dans les hypersensibilités immédiates de testing cutané positif. Ça, je l'ai mis là parce qu'ils en retrouvent étonnamment beaucoup. C'est vrai qu'on va avoir un intérêt à le faire, notamment pour tout ce qui est d'exclure les réactions d'allergie croisée et trouver les alternatives. Les tests cutanés sont très intéressants. Quel test cutané allergique? Toujours sous surveillance, arrêter les médicaments comme usuellement. Il y a une fréquence de réactions croisées qui est élevée, donc il faut tester, si possible, tous les différents produits de contraste. Faire des tests cutanés en préventif avant un examen. Il n'y a pas de test prédictif en allergologie, donc ça non. On va des lésions de 10-2 à pur pour les prick tests avec les différentes molécules testées. Les intradermaux de 10-3, 10-4 à 10-1. Ça, c'est quand même les recommandations de l'ENDA EACI, voire pur effet irritatif. Donc, c'est vrai que toutes ces allergies, c'est time consuming. Et ce qu'on voit de plus en plus, comme le score PenFast, c'est qu'il y a des tas d'écoles. Ici, c'est écrit petit, je suis désolée, mais c'est l'école de Strasbourg. Ils ont fait des tests cutanés sur les suspicions d'allergie au contraste. Le prick et puis d'emblée, le test pur. Et on voit quand même qu'ils ont eu sur les patients testés un certain nombre qui étaient positifs et lorsqu'ils ont retesté à 10-1, ils n'étaient plus positifs. Donc ça demande quand même d'être validé, mais c'est clair que vous allez avoir des orateurs et puis des gens qui vont aller à 1 sur 1. On en fait beaucoup avec ma collègue et nous on trouve qu'on a quand même pas mal de faux positifs. Voilà, ça c'est, je vous donne mon expérience et puis ici ça n'enlève pas les faux positifs et c'est une étude récente de Strasbourg. Alors lecture à 20 minutes, doublement de la papule d'injection avec un érythème associé. Il y a une valeur prédictive négative qui est faite, positive élevée mais prédictive négative faible. La sensibilité augmente dans les réactions modérées à sévères, donc il faut les tester tous. Dans les réactions retardées, c'est une moins bonne valeur pour les réactions retardées, ça reste moins clair, il faut toujours rester prudent. Les réactions retardées sévères, c'est les centres d'excellence qui s'en occupent et la valeur prédictive négative est beaucoup moins bonne. Les patch tests, c'est discuté. Les autres apports, il n'y a pas d'IgE spécifique. Les tests d'activation des basophiles, ils ont quand même été bien étudiés dans des centres d'expertise pour le contraste et peuvent être utiles. Le test de provocation et la dose test, oui, dans la plupart des cas, nous on le fait. Il faut toujours évaluer le rapport bénéfice-risque en cas de réaction immédiate et on va voir qu'il y a des organigrammes qui se dessinent.
Ici, c'est les pourcentages de réactions positives des tests cutanés dans les réactions immédiates. On voit que dans les réactions immédiates, il y en a qui vous trouvent 100%, d'autres qui vont vers 20%, pour des scores toujours entre 20 et 30 patients. Dans les réactions retardées, pour des cohortes de même nombre, on a vraiment des sensibilités qui sont beaucoup moins bonnes. Test de provocation, le position paper de Lackey en 2020. Il faut essayer, pour eux, c'est intéressant d'essayer de faire le test de provocation au moment où on a besoin de l'examen en radiologie. Ma foi, on arrive parfois à le faire quand c'est dans l'hôpital avec les radiologues. Maintenant, c'est pas toujours facile, donc nous, on fait quand même souvent nous-mêmes le test de provocation. Les Américains n'ont pas de guidelines, ça reste controversé et il y a des publications de réactions même après des tests cutanés négatifs à certaines alternatives. Dans les réactions de toxidermie sévère prouvées à un produit de contraste, on va administrer un produit de contraste substitutif. C'est fait dans des écoles expérimentées et il va y avoir 2 récidives de toxidermie non sévère après l'administration d'un produit de contraste substitutif sur un petit nombre de 4 patients, 13 cas, et de toxidermie prouvée à un seul patient. Donc, chez eux, c'est relativement sécure, mais moi, je ne le fais pas. Donc, dans la mise au point diagnostique, c'est toujours nos organigrammes. Est-ce qu'on a une réaction clinique qui est suggestive? On va avoir une réaction immédiate. Ici, on va faire les tests cutanés, ils sont positifs, on va faire le test avec l'alternative. S'ils sont négatifs, on va réexposer au même produit de contraste. Dans les réactions retardées, même topo. Mais je pense qu'il faut quand même faire ça plus dans les centres d'expertise dès que ça atteint un certain degré de sévérité de réaction retardée. Le test d'activation des basophiles, vous voyez, il est quand même plus validé. Il est bien validé quand même dans les contrastes. On le retrouve dans les organigrammes, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de cas. Ici, c'est un tableau qui reprend à peu près la même chose. Les réactions croisées entre les produits de contraste, ça a été beaucoup étudié. Vous avez Youn dans Allergie en 2015 qui a fait un tableau bien détaillé, différent entre les réactions immédiates et les réactions retardées. Ce n'est pas les mêmes tableaux, donc attention, et il a bien défini. Vous voyez, le tableau, il est beaucoup plus foncé ici, donc on a beaucoup plus de probabilité de réactions croisées dans les réactions retardées. Et ici, un tableau un peu plus simple de cross-réactivité avec les fortes associations, les associations fréquentes et les associations plus rares. Et vous voyez ici dans le tableau qu'il y a également beaucoup moins de réactions croisées dans les réactions immédiates que dans les réactions retardées. Les résultats des BAT, ils dépendent, donc c'est intéressant, des équipes et ils ont une bonne sensibilité, et une faible sensibilité, une bonne spécificité. Ça doit être fait dans des centres spécialisés. Je rappelle toujours, quand je parle des BAT, que le prélèvement ne voyage pas. C'est le patient qui doit aller se faire prélever au laboratoire. Vous allez demander le test d'activation des basophiles. Sinon, ça ne vaut rien du tout. Alors, l'allergie à l'iode et aux produits de contraste, on a déjà dit non. La povidone iodée, non. La scintigraphie iode, non. La myodarone, les fruits de mer, les séjours en bord de mer, ils peuvent toujours aller au bord de la mer. La prémédication, c'est débattu. On a vu qu'il y avait pas mal d'effets d'histaminolibération avec les produits de contraste, donc automatiquement, ça, c'est efficace. Dans les réactions immédiates, on n'a rien qui a prouvé vraiment que donner de l'atarax et du médrol allait vraiment protéger. Donc, c'est pas toujours très validé, notamment. Et donc, en conclusion, les produits de contraste peuvent donner des types différents de réactions d'hypersensibilité. Les réactions IgE-dépendantes existent et doivent être mises au point dans les 6 semaines à 6 mois. Il y a des allergies croisées qui existent, mais pas toujours. L'intérêt des testings cutanés est moins clair dans les réactions retardées. Les réactions croisées existent. Il y a quand même quelques tableaux qui nous les déterminent, un peu comme pour les céphalos, mais c'est un peu moins précis. Les tests d'activation des basophiles ici nous aident parfois, mais on ne les a pas toujours en routine. Dans les tests de réintroduction, il n'y a pas de guideline ni de recommandation actuelle. Les protocoles sont variables, c'est à réévaluer. Donc, il y en a qui font 1/10 de la dose et puis la dose entière. Et nous, on injecte la dose complète tout de suite pour le contraste, en fait. Et donc, l'intérêt de prémédication reste nul et limité. Donc, si un take home message, les produits de contraste iodé, en fait, de faible osmolarité ont permis de réduire considérablement l'incidence des effets secondaires, puisqu'on a vu que cette osmolarité allait favoriser la dégranulation du mastocyte, les histaminolibérations. Les réactions d'hypersensibilité immédiate, c'est urticaire, angioïdème, voire anaphylaxie. Les non immédiates sont larges. On parle de réaction immédiate qui peut être expliquée par un mécanisme IgE ou avec les cellules T.
Les allergies aux produits de contraste n'ont aucun lien avec les crustacés et l'iode. Les tests cutanés peuvent être utiles pour la prise en charge diagnostique et confirmer le diagnostic, trouver une alternative. La survenue de réactions d'hypersensibilité immédiate malgré une préparation adéquate avec antihistaminiques et corticoïdes n'est pas nulle. Un taux de récurrence de 10 à 17%. Alors, d'autres agents, rapidement, on a les produits d'IRM qui vont pouvoir donner un peu les mêmes types de réactions. On a les mêmes types d'exploration que l'on peut réaliser pour ces produits-là aussi, avec des seuils de dilution différents. Les réactions d'hypersensibilité sont décrites de façon beaucoup plus rare cependant, et on peut faire des IDR jusqu'à 10-1. Alors, la réactivité croisée entre eux pourrait exister, mais elle est beaucoup moins clairement démontrée. Et on a évidemment des produits de contraste qui sont variés entre des ioniques, des non-ioniques, et on a les cycliques ou les linéaires qui vont moins croiser entre eux. Donc ça, c'est les Dotarem, ceux qu'on a en magasin. Ça, c'est les disponibilités en Belgique. La barite, on l'utilise aussi en contraste. Elle contient du sulfate de barium. Il peut donner péros ou en intrarectal. Il y a des allergies décrites, mais elles restent très exceptionnelles. Mais moi, il m'arrive qu'on m'envoie des patients pour les tester. Il n'y a pas de réaction croisée avec les produits de contraste iodé. Ça peut contenir des additifs responsables de sensibilisation, parabènes, carboxyméthylcellulose notamment. La fluorécéine, j'y arriverai. Mais ça, c'est quelque part, nous les ophtalmologues, on les embête beaucoup. Moi, je les embête beaucoup avec leur céphalo qu'ils injectent en intraoculaire et avec la fluorécéine. Mes amis, je leur dis, vous n'avez qu'à avoir un EpiPen à votre cabinet. Il y a des cas d'hypersensibilité immédiate qui sont décrits, c'est clair, de l'urticaire, des réactions légères. Il y a déjà eu des cas de décès par anaphylaxie. Les tests cutanés sont peu fiables et peu sensibles. On fait des prics, des IDR, mais c'est pas très validé. Les bleus utilisés pour marquer au bloc opératoire, utilisés en chirurgie oncologie sur les ganglions sentinelles ou vasculaires. Il y a des réactions d'hypersensibilité immédiate décrites avec des réactions croisées entre les deux, le bleu de méthylène, le bleu patenté, demi-vie prolongée, des bilans qui doivent être discutés. Donc quand on a des allergies, quand on nous parle des contrastes, il y a plusieurs choses. Mais bon, ça c'était plus anecdotique. Donc l'allergie vraie aux produits de contraste et IRM est rare, mais elle existe. Il y a une importance du diagnostic différentiel, c'est pas toujours des molécules contournables. La validité des tests cutanés pour les produits de contraste est bien meilleure que pour les produits d'IRM. Les tests d'activation des basophiles ont quand même montré une bonne spécificité, mais une mauvaise sensibilité. Le test de réintroduction à réévaluer, prudence, protocole à étudier, nous, on le fait. L'ENDA qui propose de le faire au moment où on a besoin de l'examen, mais les radiologues sont pas toujours d'accord. Il y a des sensibilisations croisées qui existent et c'est pas simple de les anticiper. Il n'y a pas vraiment de prémédication validée et il y a une possibilité d'allergie à tous les produits d'imagerie contrastés ensemble, pour les produits de contraste iodé et pour les produits de gadolinium, ça c'est quand même plus rare.